Il est possible quand même de s'entraîner et d'avoir une vie de maman à côté, et même d'avoir une vie, parce que c'est pas toujours simple avec Martin, comme on pratique tous les deux de façon très intensive, de s'organiser, etc. Donc là, c'était le moment où on s'était dit, ben voilà, il y a eu un petit équilibre, on va essayer de le conserver, cet équilibre. Il est possible de ne pas, quand on est enceinte, c'est pas forcément un obstacle en fait, hein, c'est quelque chose qui peut donner une force également, et ce jour-là, c'était vraiment une force en fait. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Laure Desmurs. Athlète polyvalente, Laure va partager avec nous une course qui a une signification toute particulière pour elle, le Trail des Cabornis, qui marquait sa reprise en compétition moins de 4 mois après la naissance de sa fille, Faustine. Laure évoque avec moi dans cet épisode son intérêt pour la course à pied dès l'adolescence, qui a ensuite évolué vers une véritable passion pour le trail qui ne l'a plus quittée depuis. Elle nous y raconte la façon dont elle a appréhendé sa maternité, l'importance d'être bien accompagnée, la place qu'a continué de tenir la course à pied pendant cette période et comment elle œuvre depuis 2 ans pour faire coexister au mieux son rôle de maman et son plein accomplissement dans sa pratique. J'ai passé un moment très enrichissant et enthousiasmant avec Laure, je suis sûr que ça sera le cas pour vous aussi. Mais je ne vous en dis pas plus. Laure va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'appel de la mer. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Simal, une entreprise familiale française éco-responsable qui conçoit depuis plus de 60 ans des vêtements et accessoires techniques, innovants et durables. Bonjour Laure. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir qu'on puisse échanger. Comment ça va ? Ça va, matinale, on prend un petit café ou un petit thé pour... Bon, il est quand même 10 heures. Ouais, ça va. Mais déjà deuxième café pour moi là. Je me contiens. Laure, on enregistre cet épisode le 28 novembre et figure-toi qu'il y a 503 ans, jour pour jour, le 28 novembre 1520, le navigateur portugais Ferdinand Magellan entre dans l'océan Pacifique et entame ainsi le premier voyage autour du monde. Quel pays t'aurais aimé découvrir, toi, si t'avais été une grande exploratrice ? Quel pays j'aurais aimé découvrir ? La première à fouler le sol de quel pays ? L'Équateur, peut-être, c'est quelque chose, un pays qui paraît sauvage. Alors, je n'y suis jamais allée encore, mais bon, c'est un projet, peut-être, mais l'Équateur. Parfait, t'entends. Je pense que tu auras des gens de ton entourage qui sont prêts à te suivre pour ce genre de voyage. Venez. L'intro de cet épisode, Laure, elle va être un peu plus courte que d'habitude, puisqu'on va pas mal développer notamment le sujet de la maternité, puis de l'arrivée dans ta vie il y a 2 ans de Faustine, votre petite fille avec Martin Kern, un athlète trail de haut niveau que j'ai déjà eu le plaisir de recevoir dans l'épisode 63 du podcast, qui s'appelait Mission Pacifique, qui nous avait raconté sa Northburn 100 Miler en Nouvelle-Zélande. Vous connaissiez déjà à l'époque ? On se connaissait pas, on s'est rencontrés en 2019 sur une course sur Madère, sur le okay. Mute. Donc non, pas encore. Enfin, c'était l'époque où on commençait à se connaître. Ok. Pas de bisous officiels encore à ce moment-là. Pas encore. Laure, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos éditeurs avec une contrainte que tu connais peut-être dans le cadre de cette question inaugurale, c'est que tu ne peux pas me parler de sport. Donc, qu'est-ce que les auditeurs doivent savoir de toi, Laure, et qui ne traite pas du sport qu'on aura l'occasion de développer plus largement ensuite ? Alors, sans parler de sport qui est quand même important dans ma vie, je suis enseignante au STAPS de Grenoble. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps également dans ma vie parce que, alors même si on dit que les enseignants travaillent pas, jamais, ont beaucoup de vacances, c'est quand même, ça prend pas mal de temps et puis j'aime échanger avec les étudiants, etc. Donc, je pense que c'est un trait de caractère qui m'identifie. L'échange et la communication avec les étudiants, j'aime beaucoup ça. Avant, avec les élèves, j'étais prof de PS et maintenant, j'enseigne l'histoire du sport, j'enseigne le trail, etc. à la fac. Donc, Moi, j'ai le droit de parler de sport, donc le trail pour le partage, c'est pas mal aussi. Au-delà des étudiants, effectivement, tu pratiques le bon sport. C'est ça. Ils me le disent souvent.
pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Vous pratiquez un bon sport, madame. Et donc, tu es maman. Oui. Tu as eu Faustine à 38 ans, c'est ça? Faustine a 2 ans. Je l'ai eu effectivement tardivement, à 38 ans. Et voilà, elle occupe aussi pas mal notre vie avec Martha. Enfin, ça a changé un peu nos routines, hein, on va dire. 3 fois rien, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. Il faut se la partager maintenant. Donc, effectivement, elle est rentrée. Alors, voilà, j'ai le droit de parler de sport ou plus maintenant? Pas encore? Pas Toujours vraiment pas. officiellement. Hein. Donc, Ouais, normalement, non. sans toujours parler de sport, dans notre organisation de la vie de tous les jours, elle fait partie intégrante évidemment de nos passions et respectives et qu'on pratique vraiment intensément. Et elle nous suit un petit peu, même si elle nous oriente aussi dans d'autres voies des fois, depuis 2 ans. Pour parler de passion, je vois une guitare derrière toi. Est-ce que c'est la tienne? C'est celle de Non, Martin? c'est celle de Martin. Ouais, il y a guitare, il y a piano, il y a voilà. Ouais. Il y a de la musique. Et toi, ta passion secrète, c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît en dehors du sport? Alors, ma passion, d'une manière générale, ce serait, oui, un petit peu la van life. Effectivement, Ok. j'ai un camion depuis un petit moment déjà. Moi, ma passion, c'est ça, c'est de prendre mon camion, de partir. Alors, maintenant, je le fais effectivement avec Martin et Faustine, de se poser dans des endroits fabuleux, d'avoir des sunsets, de se réveiller le matin avec son petit café au milieu de nulle part. De faire son petit pipi en face d'une montagne, etc. Voilà, c'est ça aussi. De mettre tout ça sur Instagram. Pas forcément, mais parfois. Bon, le petit pipi, on évitera quand même. Bah, c'est ça. Laure, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes plus jeunes années? Est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était sportif? Ça te faisait vibrer déjà très jeune? Alors, le sport m'a fait vibrer très jeune, mais je n'ai pas forcément grandi dans un environnement sportif. Environnement au sens familial. Mes parents ne sont pas forcément sportifs en tout cas, donc c'est plus mes enseignants de PS qui m'ont donné l'envie de faire du sport à l'UNSS parce que j'habitais en campagne, donc il n'y avait pas forcément de club à côté, donc c'était plus l'UNSS. Mais voilà, pour autant mes parents m'ont toujours suivi dans toutes les péripéties, les compétitions auxquelles je les ai amenés, et ça voilà, c'est quelque chose de super chouette par rapport à ça. Donc voilà, je fais du sport alors en compétition que depuis finalement le lycée, quand je suis allée à l'internat, donc à partir de 16 ans en club. Avant, c'était plus effectivement encadré par mes enseignants et de façon beaucoup plus peut-être cool, ou en tout cas en initiation, on va dire. Et déjà la course à pied? Déjà la course à pied, du hand aussi, je faisais, mais effectivement, on habite avec mes parents en lisière de bois, donc ça m'était assez facile de partir. Alors à l'époque, on s'inquiétait pas trop de partir seul. C'était une belle période pour donc ça. je partais dans les bois. C'était notre période. Ouais. Mm. Je partais dans les bois et voilà, c'était quelque sorte mes premiers débuts en trail quand j'y repense en fait, parce que c'était de la course nature. Ouais. Donc Ce que t'en aimais, c'était quoi le côté ludique, la liberté? Oui, effectivement, la nature, effectivement, j'aimais beaucoup aller courir le soir à la tombée de la nuit parce que je voyais plein de chevreuils. Je suis jamais tombée sur un sanglier, fort heureusement, mais des On petits s'en réjouit. lapins et du coup, ça c'était chouette aussi. Et ouais, cette sensation de liberté dans la forêt. Voilà, je pense que ça me vient de là aussi, cette envie de courir en nature. La compétition, là, tu l'as évoqué, tu l'as découvert un peu plus tardivement. C'est quelque chose qui t'apportait un supplément à cette pratique sportive? Est-ce que ça avait un sens pour toi et c'est des moments que tu attendais avec impatience et envie, ces confrontations finalement? En tout cas, peut-être par rapport aux autres ou par rapport à soi? Je pense que j'ai fait aussi de la compétition parce que en fait l'athlétisme c'est une activité qui invite à être le meilleur, à battre l'autre. Bon alors pour autant on peut aussi se battre soi-même, être champion de soi-même. Et effectivement c'est plus l'essence de l'activité, c'est quand même de faire la meilleure performance, etc. Donc ce choix d'aller vers l'athlétisme, forcément ça m'a orientée vers de la performance, mais je pense aussi que j'aimais beaucoup être avec les autres parce ça a commencé par une petite équipe de cross et puis on visait aussi le résultat par équipe, etc. Donc c'est ce que j'aimais aussi à la base. L'athlé, c'était cet aspect performance, mais aussi être avec les autres, etc. Et donc voilà, c'était plus ça, même si voilà, je m'aperçois aujourd'hui que l'athlé, j'adorais ça, mais que ça n'avait rien à voir avec voilà, le trail qui est vraiment
vraiment une passion. Donc il y avait certainement ce petit côté nature, environnement qui me manquait dans l'athlé et que on retrouve à travers le trail. Est-ce que tu te trouvais des capacités particulières, un certain don pour la course à pied, d'abord dans l'athlé? Alors peut-être, pas forcément d'une manière générale. Je pense que c'était aussi dû à l'entraînement. Alors peut-être que oui, peut-être, en termes de cardio, on a aussi une génétique, hein, ça part de là, mais bon, c'est pas quelque chose qui reste, fixe, hein. Donc il y avait aussi j'étais quelqu'un de très scolaire, aussi bien, dans les études que, dans l'entraînement. Donc je respectais vraiment ce que me disait mon coach et cetera et du coup, voilà, cette rigueur, a fait aussi peut-être que j'ai progressé à un moment donné, voilà. Cette rigueur-là, tu te l'appliques aujourd'hui facilement? C'est pas une contrainte pour toi dans les entraînements? Tu arrives à avoir cette discipline aussi, sans rechigner? Je pense que oui, je pense que même quand il pleut justement, je vais, courir, j'arrive à aller courir sous la pluie et à trouver du plaisir. Alors si pour autant, le fait de s'entraîner, cette année j'ai pris un coach, c'est Olivier Gaillard et au départ il voulait pas m'entraîner parce qu'il disait que j'étais pas entraînable. Parce que je faisais un petit peu ce que je voulais et qu'il voyait très bien que ça allait être dur, effectivement, qu'on se fixe sur un cadrage très précis. Mais ça, c'est, je pense, dû justement à mes années d'athlé où j'ai été très scolaire, où j'ai été très rigoureuse, où effectivement, ça impose une certaine contrainte, hein, le fait de s'entraîner. Il faut respecter des jours, des horaires, des distances, voilà. Et ça, j'ai peut-être un petit peu moins envie aujourd'hui. C'est-à-dire que quand il fait beau, on est à Grenoble, quand il fait beau en montagne, c'est dur de se dire, bon, alors là, il faut que j'aille faire une séance de 400 mètres sur piste, quoi. Donc, il arrive parfois que je détourne un petit peu les entraînements. Ouais, ça, c'est plus dur en termes de contraintes. Ouais, effectivement. La bascule sur le trail, officiel en tout cas, elle s'est opérée, de quelle façon? Au-delà de tes premières expérimentations en nature, plus jeune? Eh bien, c'était plus pendant mes années parisiennes. J'ai peut-être Logique. éprouvé le besoin de retrouver la nature, etc. J'avais un ami qui était tout le temps en montagne et je trouvais ça très chouette. Et c'est lui au départ qui m'a un petit peu emmenée en montagne. Alors pas toujours de façon très dosée, mais effectivement, c'est avec lui que j'ai fait mes premières expériences aussi en ski de rando et en alpi. Et puis avec des collègues parisiens, profs de PS, on s'est dit allez, on va se challenger, c'est le terme à la mode. On va se challenger sur un petit défi et c'était le trail de Faverges du coup qu'on a fait en relais et voilà, c'était ma première expérience en trail vraiment montagne. Où, voilà, ce trail à travers lequel j'étais très 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 frustrée parce que venant de l'athlétisme, le fait d'avoir des bouchons en montagne, de marcher, de pas toujours courir, ma première expérience a été un peu pas catastrophique, mais moins sympa que je l'avais espéré en fait. Il y a eu beaucoup de surprises, des choses qui t'ont étonné? Est-ce que tu as l'impression d'avoir découvert une discipline, complètement différente de ce que tu connaissais jusqu'à maintenant? Oui, parce que c'était la montagne et qu'à l'époque, j'avais pas encore vraiment l'habitude de la montagne. Alors, je dirais pas que j'ai plus l'habitude, mais j'y suis un peu plus souvent maintenant. Mais effectivement, ce côté, il faisait grand beau en plus parce qu'à l'époque, c'était au mois de juin, le trail de Faverges. Il faisait un temps magnifique et voilà, le fait de tout combiner, cet aspect un petit peu être dans un décor de rêve, au milieu voilà de personnes qui sont passionnées et puis voilà éprouver un effort à travers cet environnement, c'était vraiment quelque chose que je découvrais et qui m'a vraiment passionnée. Et puis donc déjà à l'époque ou alors toujours, mes parents étaient là pour m'accompagner sur cette première expérience et voilà, c'est ça faisait aussi partie du jeu et du package, on va dire bonheur, quoi. Ouais, ça comptait beaucoup pour toi là, qu'ils soient là? C'était indispensable? Oui, oui, parce que eux aussi ont découvert, je pense avec moi, le trail en fait, ou quasiment toutes les activités que j'ai faites parce qu'ils m'ont aussi suivi pas mal de fois sur beaucoup de gros événements en tout cas. Et n'étant pas sportif, c'est encore plus quelque chose qu'ils découvraient. Et ouais, ça c'est le leitmotiv qui revient en fait, le fait qu'ils soient là sur mes ravitaux, etc. Ça me donne une certaine force. Comment tu choisis tes courses là, aujourd'hui? Il faut qu'il y ait tes parents, mais est-ce qu'il y a d'autres critères? C'est le lieu, c'est effectivement, c'est les copains, c'est le challenge sportif? Qu'est-ce qui va faire, est-ce que tu prends plaisir à revenir sur des courses que tu connais aussi? Comment est-ce que tu organises tout ça dans ton année? Alors, du coup, avec Martin, on essaye déjà de répartir nos courses parce que bon, c'est pas toujours le cas. On n'a pas les mêmes goûts en matière de course. Lui il préfère vraiment le technique et l'aspect montagne pure, alors que moi, je suis plus sur l'aspect roulant. Donc, on choisit généralement une ou deux courses vraiment qui nous tient à cœur. On la positionne, on est là généralement l'un pour l'autre pour cette course. Et puis après,
les courses de préparation ou les courses, alors je dirais pas secondaires parce qu'il y en a qui comptent énormément. Ben justement, on les place en fonction du temps, en fonction de nos disponibilités aussi, hein, avec Faustine, si on arrive à la faire garder, si voilà, et puis par rapport à nos affinités. Donc il y a des trails qui reviennent régulièrement. Il y a les rassemblements souvent, le duo de l'Ermitage par exemple, ça va être un trail qui va revenir parce que Simalp est sponsor et que effectivement c'est un moment, un regroupement du team qui est aussi un super sympa. Et puis la Saint-Élion, elle revient, les Templiers assez régulièrement parce que c'est une course que j'affectionne particulièrement et dans lesquelles, parce que j'ai fait plusieurs formats, je me sens bien. Mais sinon, on essaye de découvrir en tout cas d'autres régions, d'autres pays parfois aussi, et on a des belles surprises. Faustine, elle vient vous voir sur les courses autant que possible? Faustine, elle est, oui, souvent là. Elle a Alors, sa banderole? pas encore, mais bientôt. Maintenant, elle applaudit. On a fait notre première arrivée ensemble il y a pas si longtemps parce qu'elle court à fond. Mais ouais, elle vient. Alors au départ, c'était pas simple parce que quand elle était toute petite, qu'elle pleurait, je culpabilisais un peu de la voir là pleurer. Je me disais que c'était pas forcément là que je devais être. Et mais maintenant qu'elle est à fond et qu'elle vit aussi cet événement parce qu'elle voit que tout le monde applaudit, que c'est la fête, qu'il y a de la musique, etc. Là, c'est beaucoup plus sympa et au contraire, c'est plus une force. Ouais. Alors, je te propose qu'on revienne sur quelques courses marquantes de ton parcours jusqu'ici. Donc, j'ai 3 petites questions en rafale sur le sujet, sur les courses qui ont pu marquer ton parcours jusqu'ici. La course qui a été la plus exigeante pour toi, prends-le comme tu veux, cette notion d'exigence, physiquement, moralement, les deux. Oui. Alors c'est la seule course où j'ai abandonné. C'est l'OCC l'an dernier. J'avais eu une petite boulimie de dossard et puis j'étais épuisée vraiment physiquement et moralement, psychologiquement, et donc un peu en déficit énergétique sur cette course après la première année après la reprise après mon accouchement. Et là j'ai abandonné parce que j'avais plus rien en moi, ou plus aucune réserve, et j'avais l'impression que chaque petite montée, chaque petit caillou était un effort surhumain. Alors là, sans hésiter, c'est effectivement l'OCC. Ouais, C'est la tête qui a lâché avant le corps? Je pense que c'est la tête qui a lâché avant le corps, mais c'était euh, c'est dur de séparer les deux parce que l'un avec l'autre, l'un va avec l'autre, et donc du coup, voilà, les sensations n'étaient pas là, j'étais complètement vidée, et puis très vite, voilà, je me suis dit que parfois il fallait s'arrêter, dire stop, et que là c'était le moment. Vraiment, parce que voilà, alors après j'ai mis 3 heures à me poser cette question, puis à réfléchir sur le fait d'arrêter ou de pas arrêter, parce que c'est pas toujours simple quand on est en course, on veut aller jusqu'au bout, mais bon voilà, parfois c'est pas forcément important d'aller au bout, et c'est même plus important d'arrêter, de se préserver. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu modères maintenant, là, cette boulimie de course? Est-ce qu'elle était très conjoncturelle et liée au fait que tu étais enceinte et que tu as dû mettre ça entre parenthèses pendant quelques temps, les dossards entre parenthèses? Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu régules un peu plus parce que tu as, ce que tu décris là, peut-être un peu perdu le pourquoi et le sens de cette accumulation de dossards? Alors peut-être oui, j'avais envie effectivement beaucoup de dossards parce que j'en avais pas mis depuis mon 5e mois et demi de grossesse. Donc c'était quelque chose qui me manquait vraiment. Et donc l'erreur, parce que je pense qu'avec le recul c'est peut-être une erreur que j'analyse maintenant, c'était de vouloir cumuler un petit peu ça. Et à l'époque j'avais pas forcément d'entraîneur. Là je m'entraînais seule comme avant, et j'aurais voilà, peut-être aurait-il fallu que j'aille chercher quelqu'un pour me dire effectivement non, là c'est beaucoup trop. Même pour une personne qui ne revient pas de grossesse et d'accouchement, c'est déjà trop. Alors là, en plus, ça va pas forcément le faire. Et voilà, donc maintenant, alors la stratégie que j'ai choisie cette année, c'est de réduire les distances. Comme ça, j'ai gardé quasiment... Comme ça, tu peux faire 52 courses par an toujours, mais... Non, ça c'est ma copine de team Alexia Coudray qui enchaîne les dossards sur les petites distances. Ça c'est sa patte. On peut pas effectivement se mettre sur des formats un peu plus longs et puis enchaîner les dossards. Donc ça, ouais, il faut avoir une certaine maturité, et ça l'an dernier m'a permis d'acquérir cette maturité, même si c'est dur un peu des fois, voilà, pour choisir plus et voilà, plus programmer sur du long terme. La course la plus inattendue ou celle qui s'est pas passée exactement comme tu pouvais l'imaginer?
La course la plus inattendue, je pense que c'est la MCC que j'ai gagnée en 2019 parce que j'étais pas du tout annoncée comme favorite. Puis il y avait des nanas qui étaient largement meilleures que moi sur cette course. Alors je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être parce que c'était en fin d'été, qu'effectivement on avait pas mal borné en montagne et puis que mes adversaires étaient moins en forme le jour J, ou alors que ça a craqué psychologiquement, mais je me suis retrouvée en tête dès la première côte. Et puis j'ai maintenu l'allure, même jusqu'à la fin, parce que la deuxième, je crois qu'elle termine à 30 secondes, elle revenait, parce que grosse difficulté dans les descentes, surtout dans la descente des Posettes, parce que c'était la MCC, donc elle descendait les Posettes, là, et elle me rattrapait, et puis je suis allée jusqu'au bout de moi pour maintenir cette première place parce que j'étais en tête depuis le début et ça c'était vraiment très inattendu, hein. Je venais vraiment comme une outsider, on va dire, parce que j'étais pas du tout annoncée dans les favorites et voilà, ça s'est super bien passé, ouais. J'avance un peu dans le temps, mais la première course que tu raconterais à tes petits-enfants, Faustine est encore toute petite, donc tu as peut-être déjà eu l'occasion de lui parler de tes courses, mais celle que tu prendrais le plus de plaisir en racontant tes faits d'armes, en tout cas tes beaux souvenirs de ceux que tu chéris. Plus de plaisir. Alors, il y aurait plein de courses, je pense, de montagne, mais dans la mesure où elle va être, je pense, élevée en montagne, ça va pas forcément peut-être la faire rêver. Je dirais que c'est peut-être la Saint-Élion parce que c'est celle, pour l'instant, je crois, que j'ai fait le plus souvent en trail. Si on enlève les semi-marathons, où je vais chaque année vers Beaune, vers chez mes parents, qu'on fait en famille chaque année, c'est, je crois, la Saint-Express. Je l'ai fait 5 fois, donc je pense que c'est celle que j'ai le plus faite. Et c'est celle qui m'a procuré les émotions les plus diverses. J'ai fait toutes les places, ça c'est Saint-Exprès. J'ai Jusqu'à la gagné, j'ai première. fait 3e, j'ai fait 8e, j'ai fait 15e. Ton loto, t'as fait ta grille. J'ai fait une palette et du coup, avec des émotions plus ou moins diverses en fait et multiples. Chaque édition a été différente et c'est peut-être. Alors moi, je suis pas fan forcément de courir la nuit, mais comme c'est vraiment une fête, comme il y a toute la team à chaque fois, que vraiment on y va avec tous les copains. C'est toute une ambiance. Il y a la navette, il y a voilà. C'est toute une ambiance qui fait que chaque année on y revient aussi et voilà, c'est peut-être tout ça que je raconterais en fait, pas uniquement la course en elle-même, mais tout ce qu'il y a autour et puis voilà ce qu'on a vécu avec les copains. On a eu tous les temps, sec, pluie, neige, etc. On a eu tous les repas d'après-course, les pâtes chinoises, les pâtes bolognaises, etc. On a tout eu, donc ouais, ça c'est peut-être ça que je C'est raconterais. très représentatif de la diversité du sport et puis tous les moments qui composent la course, effectivement, qui n'est pas seulement entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Ouais. Merci beaucoup Laure pour cette introduction. Je te propose qu'on passe à notre questionnaire de Proust. J'ai 3 questions pour toi. La première, c'est ton plus beau moment de 2023. On enregistre là cet épisode fin novembre. Jusqu'à maintenant, celui que tu retiens. Alors, cette année, j'ai eu 40 ans. Alors, il y a eu quand même plein de bons moments avec plein de proches différents parce que, voilà, beaucoup me l'ont fêté autour d'un petit week-end, autour d'une petite soirée, etc. Donc, il y en a eu plein. Mais comme je ne saurais pas choisir lequel est le plus important, je vais en choisir un autre. Et diplomatiquement, c'est difficile aussi. Et sinon, je dirais que c'est au Grand Trail de Saint-Jacques. Donc, on y est allés toutes les deux en van avec Faustine. Alors, Martin était pas là, donc c'est un moment que je choisis sans Martin. Mais s'il avait été là, ça aurait été encore plus sympa. On y est allés toutes les deux en van avec Faustine. On a un petit van et puis mes parents nous attendaient là-bas. Et puis le fait, alors déjà, c'était une course que je découvrais, que j'avais envie de faire depuis un petit moment parce que dans le Puy-en-Velay, là-bas, effectivement, c'est plutôt vallonné, c'est sympa, c'est vers la chaîne des Puys. Et là, donc cette année, nous voilà partis. Le temps était plutôt mitigé. Donc ça met différentes ambiances, c'est plutôt sympa, on rejoint un petit peu les copains et puis sur la course, c'était les premières fois, donc mes parents sont sur le ravito, ils loupent le premier ravitaillement, mais ils étaient là quand même. Non, je le fais un petit peu à la fin, je pensais qu'ils étaient pas là, mais c'était la première course où Faustine capte vraiment aussi que il y a une ambiance, une fête et où elle applaudit, etc. Donc voilà, c'était plutôt sympa et puis aussi parce que autour de cette course, il y a aussi un week-end qui se trame généralement sur les gros événements comme ça.
Ma famille vient souvent et voilà, avec Martin également, et on en profite pour faire des week-ends. Et il n'y a pas que la course, il y a aussi autour. Donc après, avec le van ou le camping-car, on va dormir dans un petit endroit insolite qu'on choisit. On reste plusieurs jours, on récupère en marchant. Et tout ça, en fait que voilà, c'est un beau moment. Et voilà, c'était chouette. C'était voilà. Après, les Templiers, c'était pareil aussi cette année, mais il faisait un petit peu moins beau. Il y avait peut-être un peu plus de stress. Et là, c'était en tout cas une belle région que je découvrais. Donc ça rajoutait un petit piquant par rapport à ça. Et voilà, avec les copains, la petite bière de récup et tout. Enfin voilà, c'était sympa. Tout ce qu'on aime. Ouais. Deuxième question pour toi, le talent que tu aimerais le plus avoir? Le talent, alors j'aimerais bien jouer plusieurs instruments de musique parce que je pense que personnellement, ça doit être un côté un peu reposant, apaisant aussi. Et puis qu'aussi, c'est quelque chose qu'on peut échanger, quoi. La musique, c'est quand même chouette. J'adore les cafés-concerts, les soirées d'après-ski où on va dans un petit bar et là, il y a un groupe qui joue. C'est quand même super chouette. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut partager et ça, c'est chouette. Alors, j'avais commencé le piano quand j'étais petite, mais c'était avant que je me mette au sport. J'avais plus le temps de tout faire, mais effectivement, jouer plusieurs instruments de musique, ça, c'est quelque chose qui me plairait. C'est pas trop tard, hein. Je Bah m'étais non, dit c'est pour le c'est exactement confinement. ce que j'allais te dire. Ouais, c'est encore jouable. Écoute, quand tu feras un concert épique, tu me raconteras. Ok. Je viendrai te voir sur scène. Dernière question de ce questionnaire de Proust. La principale qualité que les autres te donnent? Alors, je pense qu'il me donne un principal défaut, c'est de ronchonner. Je ne te crois pas, je les crois pas. Si, je ronchonne beaucoup. C'est vrai. Un petit peu de Tu ne temps m'as en pas temps. Et montré ce ça fait un visage-là. moment. En course aussi? Alors, beaucoup moins en course. Beaucoup moins en course et c'est marrant, ouais, peut-être. Mais ça m'arrive, hein, ça m'arrive quand même de temps en temps, mais un petit peu moins. Ouais. La qualité, je dirais peut-être de réussir peut-être à ambiancer. Bah, par exemple, on va être en famille ou avec des amis, on va être un repas et là, hop, on met une petite musique, on met la boule à facettes, on met la lumière et d'un seul coup, ça va s'ambiancer en Dancing Queen ou voilà. Et ça, cette capacité peut-être à voilà ambiancer, pas forcément motiver, mais créer un peu une ambiance ou voilà. Et donc fédéré autour de toi aussi. Peut-être, ouais, peut-être un peu fédéré Embarqué parce en qu'il tout y a cas. toujours du monde un peu autour de moi ou voilà, il va pleuvoir comme aujourd'hui, voilà, je vais essayer d'ambiancer pour aller faire un petit footing, un petit run, etc. Voilà, ça rejoint un peu l'aspect motivé, on va dire, mais c'est pas forcément ça parce qu'il y a créé quelque chose, une ambiance. Mes parents, je les ambiance à venir avec nous pour un week-end trail, etc. Et voilà, Il y a les boules c'est disco dans la peut-être ça. voiture, sur ton sac à dos de course, tout ça. Voilà. Voilà, c'est ouais, ambiancer, c'est le terme qui convient et je pense que c'est ça. Je sais pas s'il existe ce verbe, mais bon, Je on sais va pas s'il dire est dans que le oui. dictionnaire, mais je le valide complètement. Ouais, ouais. Ça m'étonne pas en tout cas, ça a l'air très fidèle à ta personnalité, aussi enjouée et enthousiaste. Laure, on va parler de ta course épique maintenant. Le Trail des Cabornis, je vais la présenter voilà, dans quelques mots. Tu l'as couru un peu moins de 4 mois après la naissance de Faustine, qui est née donc en octobre 2021. Toi, tu avais alors 38 ans. Donc le village de Chasselet, dans le Rhône, compte 2800 habitants à l'année, sauf le premier week-end de mars où plus de 1500 trailers viennent gonfler de moitié la population pour le traditionnel trail des Cabornis. Ce classique de début de saison se tient à quelques kilomètres de Lyon, quelques dizaines peut-être de kilomètres, et propose des parcours techniques, en tout cas relativement techniques et sauvages, au cœur du Mont d'Or avec des très jolies vues, notamment sur Lyon, c'est ça? C'est possible? Oui. La course, elle compte son lot de montées, de descentes, et puis des faux plats montants redoutables, voilà, comme tous les trails qu'on peut aimer et tout ce qu'on peut en aimer. Au-delà de son cadre très appréciable, le Trail des Cabornis a pour particularité de renouveler chaque année ses parcours. Il y a 3 formats à peu près types qui gravitent autour de 12 km, 20 km et 40 km. C'était un petit peu plus pour toi sur la course épique dont on va parler aujourd'hui. Elle propose également une course en duo, des challenges ou encore une course jeune. En 2023, il y avait 2 champions du monde qui étaient présents sur la ligne de départ, qui étaient Marion Delépierre, dont on va sûrement parler un petit peu plus tard dans cet épisode. J'ai une boule de cristal, j'ai l'impression qu'on va parler d'elle. Et Sylvain Cour également chez les hommes. On va parler ensemble plus particulièrement de l'édition de 2022, sur laquelle vous avez été 583 à franchir la ligne d'arrivée. Voilà ce qu'il faut savoir du Trail des Cabornis. Est-ce que tu vois des choses à ajouter, préciser, corriger? Non, c'est une super ambiance effectivement, une petite organisation à la base, mais qui devient de plus en plus importante parce que située idéalement en plus début mars, bah voilà, et puis avec un cadre plutôt sympa, ben effectivement comme tu l'as dit, ben les coureurs viennent de plus en plus gonfler les effectifs, je pense. Ouais. T'aimes bien toi ces courses de début de saison?
Oui, j'aime bien les courses de début de saison parce que c'est celle qui permet aussi de jauger. Et il y a une certaine, on va dire, un certain suspense, une petite frénésie à se dire, bon, alors, est-ce que je vais être en forme? Est-ce que j'ai bien fait ma préparation? Comment ça va lancer la saison? Est-ce que je dois réajuster certaines petites choses? Donc, ouais, c'est toujours stimulant, ces courses de début de saison. Laure, on passe un très bon moment jusqu'à maintenant, mais là c'est l'heure de la question qui pique. Donc j'espère que tu es prête. On va parler plus particulièrement d'un terme qui est en lien avec le Caborni, puisque Caborne, ça désigne une ancienne cabane en pierre sèche dans le massif des Monts d'Or lyonnais dont on a parlé il y a quelques instants. Voilà, ma question qui pique pour toi, c'est un QCM, donc tu vas falloir que tu me trouves idéalement la bonne réponse. Kevin Nix, c'est un mécanicien et jardinier américain. Il a inventé une cabane aux attributs un peu particuliers. Il est ainsi l'inventeur de la cabane de jardin la plus rapide du monde. Il est inventeur de la cabane réversible, qui est capable de s'inverser complètement avec un intérieur qui devient extérieur et vice-versa, établissant ainsi un record de flexibilité architecturale. Il est inventeur de la cabane entièrement composée de matériaux comestibles mis à disposition sur les ravitaux de course, où les coureurs peuvent déguster les murs et le toit, tout en atteignant leurs objectifs d'absorption de glucides par heure. Il est inventeur de la cabane qui a été déplacée sur la plus longue distance en une journée, portée par une équipe de coureurs à pied. J'aime beaucoup la troisième, mais la Gourmande. comestible. La comestible, ouais, ok. On attend la liste des La plus ingrédients. rapide, la réversible ou celle qui a été déplacée sur la plus longue distance? Alors peut-être la réversible, qui fait un petit peu rêver quand même. Effectivement, si elle change un peu d'aspect, alors ça doit être super. C'est pas mal. Bah écoute, il y a peut-être un créneau pour toi parce que je pense pas que ça existe. En tout cas, si ça Ah, existe, c'est pas Kevin qui l'a inventé, mais il y a peut-être un projet pour toi. Il est inventeur de la cabane la plus rapide du monde. Et c'est un titre qui a été reconnu par le Guinness Book. Bon, il y a un petit truc, hein. Il a équipé d'un moteur. Donc, c'est l'union d'une structure en bois de cabane de jardin, d'une Volkswagen Passat de 1999 et puis d'un moteur d'Audi. Donc, il a bricolé tout ça en 2015. Je vais quand même te dire à quelle vitesse peut aller sa cabane. Moi, je l'ai vu en photo. Il peut aller à 160 km/h avec sa ah cabane. oui, Donc, on parle quand même de la c'est cabane une bien rapide. cabane qui pourrait prendre un PV également du coup, hein. Absolument, oui, oui, c'est pas à ne pas reproduire chez soi, évidemment, ni sur l'autoroute. Merci Laure. Bah, je pensais que tu allais envoyer du bois sur cette question qui pique. Elle n'était pas Non, facile. Je te laisse carte blanche il pour part la en suite. fumée là. Si ça te branche, on continue et on va parler d'un thème plus particulier qui va nous intéresser aujourd'hui en complément de ce qu'on pourra évoquer en tout cas sur le trail des Cabornis. C'est ta maternité. Tu es donc tombée enceinte début 2021. Quel souvenir toi tu gardes des premières évolutions physiques ou émotionnelles que tu as pu ressentir sur les premiers mois? Est-ce que tu as observé et constaté beaucoup de changements et à quel point ça a pu toi te chambouler, avoir un impact sur toi? Est-ce que tu continues à ambiancer autant? Alors oui, j'ai un petit peu continué à m'ambiancer parce qu'en fait, le premier mois où j'étais enceinte, je le savais pas, mais j'ai battu mon record de 10 kilomètres. C'était Incroyable. pas sur une compétition parce qu'on sortait du confinement où on y était encore. Et donc c'était plutôt en off, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que effectivement, venu de nulle part, 25 minutes voilà, 12, une belle performance. Il y avait un truc pas ça m'a normal. beaucoup mis la puce à l'oreille. Non, ouais. Donc voilà, c'est juste aussi pour dire que bah, souvent on nous dit de nous arrêter dès le premier mois. Bah oui, parfois il faut s'arrêter parce que ça va pas, mais quand ça va, je pense que c'est chouette quand même de pouvoir continuer l'activité physique. Et moi j'ai vraiment continué. Je me suis dit que ce petit être qui était en moi, ben c'était une petite partie de moi et une autre petite partie de Martin, et que ben finalement je lui ai fait confiance comme je me suis fait confiance. Et ensemble, on est allé voilà chercher des dossards encore jusqu'au cinquième mois et demi sur le trail des Écrins parce que c'est un trail qui nous est cher comme on est licencié là-bas avec Martin. Mais on est allé aussi au-dessus des agneaux dans les Écrins à presque 4000, etc. Alors sous couvert de la gynécologue et d'autres médecins, on est d'accord, pas forcément à reproduire aussi, mais c'est quand même possible. Voilà, de faire ça. Donc moi, je me suis pas tellement arrêtée et j'ai vécu aussi de belles émotions en étant enceinte, d'autant plus que on sent quand même une activité, hein, on va dire avec nous et, Tu n'es et pas donc toute seule. voilà, c'est ça. Et donc du coup, c'est plutôt sympa de voir comment le petit bébé réagit, etc. Alors je dis pas que je me suis pas arrêtée de temps en temps, bien au contraire, hein.
J'ai eu des contractions aussi comme tout le monde et puis ça c'était le signe, effectivement, je l'ai pris comme tel en tout cas. Peut-être le lendemain de faire un petit peu plus de récup, de la jouer un petit peu plus light, etc. Mais voilà, Faustine en tout cas a été très très cool pendant cette grossesse. Peut-être que pour l'instant elle est un petit peu peste, donc je la remercie pas tout de suite, mais ça viendra peut-être à un moment donné. Mais ouais, ça c'est très bien passé. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça et c'était plutôt quelque chose de chouette, d'apaisant et ouais, c'était bien. Est-ce que malgré tout, ça a pu être déstabilisant ou avec des questions que tu te posais sur savoir quoi faire, pas faire, à quel point tu as besoin de t'entourer peut-être pour te guider aussi et être sûr de faire des choses aussi qui soient raisonnables malgré tout? Qui a pu t'accompagner là dans tout ce cheminement? Je pense que oui, quand on a un premier enfant, c'était le cas là du coup, on sait pas. Je pense que le deuxième, ça doit être un peu différent au regard des retours qu'on entend, etc. On est peut-être un peu plus flex quoi. Mais là, on sait pas trop. Et d'autant plus que chaque grossesse et maternité sont complètement différentes. C'est vraiment quelque chose qui est personnel, très personnel. Et donc l'idée, c'était quand même de m'entourer de personnes qui, à la fois, puissent m'orienter un peu, mais aussi qui respectent un petit peu mes envies, parce que c'est important aussi de... Il y a l'aspect physique qu'il faut peut-être freiner à un moment donné, mais il y a aussi l'aspect un peu psychologique. Et c'est vrai que si la maman, elle est pas très bien psychologiquement parce qu'on lui dit d'arrêter tout de suite, et ça va peut-être pas non plus le faire aussi pour le bébé et pour la suite de la maternité. Donc j'avais envie de m'entourer de personnes qui m'écoutent. Et donc pour ça, et Et qui comprennent aussi, toi, tes et qui enjeux et comprennent. tes envies Voilà. sportives. Ouais. Exactement. Donc pour ça, je suis allée sur Google et j'ai tapé toutes les sages-femmes que je voyais qui couraient. Donc je suis allée même sur Kikourou pour voir un petit peu leurs résultats hein. Et t'aimes bien voir Index si 432? Non, ça m'intéresse pas. mais au final, il y en avait pas beaucoup. Alors donc mon choix, il a été très vite fait. Et puis du coup, voilà, j'ai choisi une sage-femme qui a été géniale, voilà, autour de Grenoble et qui m'a énormément suivie, qui vraiment m'a tout de suite dit bon, écoutez, Laure, votre corps sait ce qu'il doit faire, sait comment il doit réagir, donc on va faire ça ensemble. Mais vous allez très bien réagir toute seule et vous allez très bien faire vos adaptations en fonction de vos ressentis, etc. Et jamais elle m'a bloquée, jamais elle m'a freinée, jamais voilà, elle m'a dit alors peut-être qu'en discutant on a vu ensemble ce qu'il fallait faire ou moins faire, mais effectivement ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des points d'attention qu'elle a mis en lumière en particulier? Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles il fallait que tu sois, enfin, en tout cas des signaux qu'il fallait que tu interprètes avec particulièrement d'attention? Oui, bien sûr, les douleurs particulièrement ou les contractions. Alors c'est dur de savoir hein, ce que c'est une contraction. D'ailleurs moi-même je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'était vraiment, hein, mais du coup, peut-être c'est ressenti, plus au niveau de la respiration, du ressenti, voir comment voir les choses. Et puis c'est vrai que je suis arrivée avec mes questions un petit peu atypiques. Je lui ai demandé, voilà, est-ce que je suis à 5 mois et demi? Est-ce que je peux aller à 4000 mètres d'altitude? Donc elle savait pas vraiment. Donc elle-même, elle s'est renseignée, etc. Et voilà, donc il y a eu un petit protocole d'adaptation. On a dormi à 2000, etc. Donc, elle a vraiment personnalisé les choses. Et puis, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle ne me dise pas non. Donc, dire vous ne pouvez pas, etc. Elle a fait évoluer la chose, voilà. Et donc, ma sage-femme, et puis évidemment, mon médecin généraliste, qui est une femme aussi, qui était une athlète de haut niveau. Donc, voilà, je crois qu'elle a même fait, un travail d'ailleurs sur... elle m'avait demandé si je pouvais être le sujet de son étude. Alors, du coup, je dis, oui, allons-y ensemble. Et également, du coup, Marion Delespierre, à qui j'ai demandé conseil, parce que je sais qu'elle a fait aussi pas mal sujet de thèse, et puis qu'elle bosse beaucoup sur les problématiques féminines. Elle m'a beaucoup rassurée aussi, et puis elle m'a donné... Puis c'est bien de voir aussi que les médecins, parfois, hésitent, doutent, ne savent pas vraiment, parce que justement, c'est quelque chose de très personnel et que chaque femme va être réagir différemment. Donc c'est aussi bien de voir que voilà, il y a des ouvertures, mais qu'il faut quand même respecter un certain nombre de choses malgré tout parce qu'on n'est pas tout seul. Est-ce que tu peux nous raconter un peu peut-être les différentes phases sur ce qui a été possible pour toi? Donc, tu as pu courir en tout cas avec un dossard jusqu'à 5 mois et demi, tu nous en as parlé. Par la suite, est-ce que tu as dû, enfin, tu as nécessairement dû adapter des choses? Est-ce que tu as réinjecté d'autres formes d'activité quand même pour aller jusqu'au terme de ta grossesse? Ça a été quoi un peu les étapes suivantes quand peut-être tu as dû un tout petit peu minorer l'intensité de l'effort de course? Alors, j'ai pas vraiment rajouté de pratiques alternatives et de natation. Alors, même si effectivement, je suis allée à Cap-Breton dans l'intention de surfer.
C'était donc 6 mois et demi, 7 mois. Tous les ans, on va surfer. Donc là, je me suis dit, allez, on va tester quand même. Ça peut être sympa. Et puis, je suis montée une fois sur la planche et en fait, j'ai eu le Covid. Et ça m'a bien séché, ce Covid, parce que déjà, j'ai eu peur pour ce qu'il pouvait engendrer, ce Covid. Et Mhm. puis parce que voilà, ça m'a mis à plat, donc ça m'a un petit peu ralenti, mais sinon j'ai marché, énormément fait de randonnée. Alors j'ai couru, j'ai trottiné en montée pendant voilà énormément en montée. Donc ouais, effectivement, comme on est à côté de Champs-Rousse, ben c'est possible de le faire parce qu'on a des petites télécabines qui nous permettent de redescendre en télécabine et de courir ou de trottiner. Parce que c'est pas tant le problème de trottiner en montée, enfin en tout cas moi ça m'avait pas tant gêné. Donc du coup quasiment jusqu'à la fin j'ai fait ça la veille d'accoucher, comme j'ai accouché en césarienne programmée, je savais. Et j'ai dû marcher juste une dizaine de kilomètres encore, donc voilà, c'était possible de le faire. Et donc, ouais, sur les descentes, il y a une intention particulière, c'est ça? C'est plus traumatique ou plus risqué? Oui. Ouais. Bah, les descentes, effectivement, ça pèse un peu plus, donc voilà, le fait de redescendre, par exemple, dans l'engagé, puis le fait de te chuter, ça peut être quelque chose. Donc je suis pas allée, voilà, me tester jusqu'à la descente. Donc justement, c'était bien de redescendre en télécabine. Donc, les mecs, en fait, me voyaient arriver, me disaient bon, allez, c'est bon, vous pouvez passer, allez-y. Voilà. Donc ouais. Est-ce que tu as senti des regards moins bienveillants ou en tout cas des gens peut-être un peu étonnés de te voir courir avec un ventre de femme enceinte visible? Est-ce que tu as senti ce genre de regard? Et puis, si oui, est-ce que ça a eu une importance pour toi? Bah, il y a certainement dû avoir des regards, oui, mais c'est pas quelque chose auquel j'ai attribué beaucoup d'importance. En tout cas, j'ai pas voulu regarder parce que effectivement, bien sûr, quand on va courir, qu'on est à 7 mois, qu'on a un gros ventre et que ben forcément on a en tout cas des représentations énormément négatives sur la question. Chacun a son petit avis en plus dessus. Donc bien sûr, en tout cas, ça laisse pas indifférent cette question-là, mais le fait, voilà, de rester dans ma bulle à ce moment-là et puis de pas forcément faire attention ou alors même je ne cherchais même pas à convaincre les personnes. C'est voilà, à un moment donné. On sait ce qu'on fait, on le ressent, on le choisit, etc. On sait aussi ce qui est bon pour soi, donc du coup, non, j'ai pas vraiment fait attention et j'ai pas vraiment porté. Je préférais écouter des podcasts sur effectivement comment pratiquer l'activité physique en étant enceinte. Je préférais regarder Alice parce qu'elle a accouché 4 mois avant moi, donc je Agnès regardais Bosset, un oui. petit peu ses entraînements sur Strava pour voir ce qu'elle faisait et ça me rassurait. Et puis il y avait plein d'autres nanas qui avaient témoigné. Voilà, à haut niveau également, sur la maternité, sur la possibilité de continuer de s'entraîner, etc. Donc je préférais me bercer d'images un peu positives plutôt que voilà me confronter à des obstacles ou des personnes qui savaient pas vraiment en fait ce qui était bon ou pas. Alors, ton accouchement s'est bien passé. Comment est-ce que toi, tu as su que c'était le moment pour commencer à reprendre? Est-ce que là encore, c'est ton corps qui te l'a fait sentir? Et puis, de quoi a été fait finalement ta reprise et à quel point elle a été progressive? Ah oui, bah c'est toujours mon corps, parce que, enfin, de fait, j'ai accouché en césarienne, donc j'ai été, on va dire, j'avais une cicatrice de vie, quoi. Donc ça m'a obligée un petit peu à rester un petit peu courbée, on va dire, pendant 10 jours. Donc je pouvais pas trop marcher, je pouvais pas, voilà, c'était plutôt, voilà, handicapant par rapport à ça. Donc comme je pouvais rien faire si ce n'est des squats. Du coup, j'ai fait des squats. Voilà. Ça, c'était pas dérangeant. Le dos, ouais, voilà, était bien placé finalement. Donc voilà, j'ai recommencé un petit peu comme ça à la maternité. J'ai continué, voilà, pour voir si j'avais encore, si ça m'avait. Mais finalement, c'est bon, j'avais pas de temps perdu. C'est effectivement. Je pense que quand on a continué jusqu'au bout, d'une manière générale, c'est moins dur qu'une blessure. Parce que bon, une blessure, déjà, on la choisit pas. On n'est pas forcément prévenu, on n'est pas forcément prêt. Alors que là, je m'étais préparée et puis voilà, j'avais fait tout un petit programme et au final, j'ai commencé de remarcher au bout de 10 jours. Voilà, pour une petite balade avec Faustine et Martin. Donc voilà, et puis retrottiner, je dirais, au bout de 15 jours.
sous forme de fractionné avec la poussette. J'avais un petit tour voilà de 10 kilomètres qui était un petit peu mon repère. Et donc du coup j'ai recommencé comme ça et très vite j'ai repris sur tapis roulant, fractionné 30-30, etc. Voilà, et avec du vélo, et voilà. Ouais, assez rapidement en fait. Et l'envie du premier dossard, de renouer avec la ligne de départ très vite? Bon, je me suis un peu freinée malgré tout parce que je me suis dit avant 4 mois, non, ça le fait pas. Et puis les Cabornis, j'ai choisi parce que je l'avais déjà faite cette course plusieurs fois, 2 fois déjà, je la connaissais parce qu'il y avait tous les copains qui étaient là et parce que aussi on pouvait laisser garder Faustine, parce que Martin pouvait m'accompagner. Il y avait tout un ensemble qui faisait que voilà, c'était celle-là et intimement je m'étais dit ce sera les Cabornis ma reprise quoi qu'il arrive et voilà, on verra comment ça se passera. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un regard sur ta pratique là, qui a évolué depuis que tu es maman, donc soit dans les premières semaines, soit peut-être aujourd'hui avec le temps? Est-ce que ça t'a donné une autre lecture aussi de ta pratique, tu vois, de tes ambitions de performance et tout ça? Est-ce que tu vois les choses un peu différemment? Oui, alors peut-être l'envie de battre l'autre est un peu moins présent. C'est moins ce qui m'importe. Parce que il y a d'autres choses qui rentrent en jeu et puis souvent comme je me dis que je me suis souvent posé la question l'an dernier, un petit peu moins cette année, mais souvent l'an dernier je me suis posé la question mais qu'est-ce que tu fais là en fait à vouloir te battre avec les autres, à vouloir absolument gagner, jouer les premières places, mais ça sert à quoi exactement? Alors qu'on pourrait faire ça de façon off, avec un bon moment, avec tout le monde, etc. Et ça, je me le suis dit vraiment l'an dernier. J'ai eu cette petite phase où alors ça venait peut-être avec aussi cette boulimie de dossard qui, paradoxalement, m'a envoyée vers une autre essence de l'activité, quoi. Du coup, cette année, je suis revenue un petit peu dans la compétition et puis au final, sur des formats un petit peu plus courts pour récupérer peut-être pour retrouver un petit peu de vitesse et puis pour faire un petit peu plus d'événements parce que c'est pas que la compétition qui m'importe, c'est aussi l'événement qui va autour. Et au final, j'ai repris un petit peu ce goût à la performance. Voilà, même si effectivement il y a un petit peu ce côté de plus en plus convivial qui compte pour moi. Ouais, je vais moins faire des courses toute seule. Alors ça, c'est sûr. Avant, je le faisais beaucoup. Avant, je pouvais partir toute seule faire une course, mais là, un peu moins, en fait. Beaucoup moins même. Tu m'amènes sur une transition toute trouvée, justement sur cette notion de partage et puis une autre forme de famille. Tu es une athlète CIMALP aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est opérée votre rencontre? C'est toi, je crois, qui a postulé pour rejoindre l'équipe comme ambassadrice, je pense. Comment tout ça s'est construit? Puis qu'est-ce qui a fait écho en toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller creuser le sujet, en tout cas, et d'échanger avec eux pour en connaître un peu plus sur eux, sur leur vision, sur leurs valeurs? Alors oui, c'est une amie qui m'a orientée sur effectivement le fait que Simalp publiait sur Facebook ils recherchaient, ils montaient leur team trial et ils recherchaient des athlètes et oui, et au départ, j'étais pas trop pour intégrer un team parce que je voulais conserver une certaine liberté d'une manière générale sur tout, sur les vêtements, sur les chaussures, enfin tout. Et puis en allant voir Simalp, et je les connaissais un petit peu en termes de gamme et de produits, et j'ai vu que c'était une boîte qui avait une histoire, une vraie histoire et qui remontait. Et alors voilà, j'aime beaucoup cet aspect lié à l'histoire parce que il y a une âme, il y a une vie, c'est chouette je trouve, et en plus c'était familial. Ça m'a tout de suite plu. Alors après, en termes de vêtements, au départ, j'ai pas trop regardé parce que c'est vraiment cet aspect un peu justement convivial qui m'appelait. Et très vite, Flo, le team manager, m'a appelé et en fait, ça a confirmé un petit peu cette image que j'avais de Simal parce que voilà, il m'a décrit un petit peu l'ambiance qu'il y avait dans l'équipe. Alors il y avait quelques athlètes au départ, hein, ça faisait 1 an je crois qu'elle était créée cette team, que quelques athlètes et le fait qu'ils me décrivent un petit peu l'esprit, de façon un peu plus vivante, et ça m'a tout de suite Ça a attirée. conforté tes intuitions, oui. Ah oui, complètement, ouais. Donc voilà, j'y suis allée hop, sans réfléchir et en me disant c'est parti, on verra, et voilà, ça fait 7 ans. Une belle histoire. C'est quoi vos points de passage là? C'est beaucoup sur des courses? Est-ce que vous avez des rassemblements réguliers? Le type d'échange que vous pouvez avoir dans une année, c'est construit comment?
On a pas mal de rassemblements, donc on a des rassemblements effectivement en off. C'est souvent donc du coup Flo qui organise et Lionel, le boss, il a vraiment à cœur que on se rencontre aussi avec le staff pour échanger, pour revenir sur les produits. Donc on a vraiment un rassemblement où on est tous ensemble. Alors voilà, souvent c'est dans la Drôme, parce que la maison mère c'est dans la Drôme. Et puis ensuite, donc ça c'est quelque chose où on a beaucoup d'activités, plein d'activités un peu différentes pour justement avoir ce côté un peu convivial et où on peut se lâcher un petit peu durant ce week-end, qui n'est pas que basé sur Et on l'entraînement. sait sur qui on peut compter pour Et on sait. ambiancer. Ah oui, ça a terminé en salsa cette année d'ailleurs. Et sinon, on a des rassemblements qui sont prévus sur des événements, des compétitions, donc souvent que Simal peut sponsorise ou est partenaire. Et là, on en a pas mal. Et alors ça, c'est génial parce que du coup, ça nous permet à la fois de nous exprimer d'un point de vue sportif, et puis de se rassembler ensuite, d'être ensemble, d'être là les uns pour les autres, et ça renforce quelque chose. Donc ouais, on en a pas mal. Il y a le duo de l'Ermitage, il y a le Simal Putting Trail là. Depuis l'an dernier, où effectivement Simalp est le sponsor premier. Il y a les Templiers, il y a la Saint-Élion, enfin il y en a plein, il y en a même à l'étranger maintenant, et donc du coup c'est super sympa ces rassemblements où on peut à la fois pratiquer notre passion et être avec les copains, les membres du team pour avoir une autre dimension que pour respecter un peu l'esprit trail tel comme on l'entend un petit peu d'un point de vue commun, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes impliqués, vous les athlètes, là, sur le développement des produits en eux-mêmes? Ouais, du coup, comme je l'ai dit, souvent on nous questionne sur nos produits coup de cœur, nos produits phares, ceux qu'on aime un petit peu moins, pourquoi, etc. Même si effectivement on a bien conscience que les athlètes un peu élites, même si on n'est pas forcément élite d'une manière générale, en tout cas quand on est dans le team, on s'entraîne de façon très intensive. C'est vraiment une niche par rapport au marché du trail. On n'est finalement pas beaucoup, donc on a un avis qui compte, mais c'est pas, on va dire, toute la population et le marché du trail. Mais malgré tout, on nous questionne dessus sur la fonctionnalité des produits, comment on peut développer, etc. Et ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, moi, quand j'ai commencé, c'est ce qui m'intéressait aussi, de développer un petit peu. Alors, en plus, chez les femmes, c'est un petit peu moins développé, donc il y a encore plus de matière à s'émanciper. Mais effectivement, ça, c'est chouette quand même de pouvoir apporter sa patte, sa signature à une marque, quoi, qui en plus, est dans nos valeurs. Tu remplis pour 7 ans, alors, au minimum. Ah, je ne sais pas, ils vont peut-être finir par en avoir marre. Je sais pas, on verra. Il y a encore des belles soirées salsa qui se profilent, plus de belles performances sur les sentiers, j'en suis sûr. Laure, on va plonger maintenant dans ta course sur les Cabornis. Est-ce que tu as pu à un moment te dire que ça arrivait trop tôt, après ton accouchement, ou c'est pas une pensée que tu as eue et tu as été assez convaincue que c'était le bon moment pour renouer avec les dossards? Jamais j'ai pensé que c'était trop tôt. J'étais prête pour cet événement, je m'étais préparée pour cet événement. Alors j'étais tellement prête que du coup j'ai oublié mes chaussures pour courir, donc je n'avais pas mes baskets pour courir parce que c'était la première fois où finalement je recourais en pensant à tout, en ayant une charge mentale, les affaires de Faustine, les affaires pour la course, les affaires pour manger, etc. Donc Faustine, elle devait manquer de rien du tout, donc elle n'a manqué de rien du tout. Mais Elle moi, avait ses chaussures. donc, Je n'insisterai pas sur ton côté tête en l'air. Les auditeurs du podcast sauront peut-être un jour pourquoi. Mais je l'ai été moi aussi avec Laure. On a eu un petit souci sur un premier enregistrement que personne n'entendra jamais, mais qui sera dans nos cœurs à jamais, Laure. C'était l'objectif, il était très simple, c'était le plaisir. C'était ça l'idée derrière ce trail des Cabornis. oui, c'était le plaisir parce que étant donné que j'étais pas vraiment sûre de ce qui allait se passer, même si je m'étais préparée pour ce moment, on sait jamais trop comment le corps va réagir. Et du coup, c'était 100% plaisir, il faisait beau, il y avait tous les copains, on était quasiment tous sur la même ligne de départ. Et du coup, c'était vraiment l'objectif. Je voulais me remémorer ce que j'avais déjà vu en rêve. Je vole et on va vite, c'est super, ça s'enchaîne. Et je voulais vraiment avoir à nouveau ces ressentis. Et c'était ça que je venais chercher, oui. Ouais, beaucoup plus qu'une première place, ça c'est sûr. Ouais. Laure, on est le 6 mars 2022. Tu t'en es pas rendu compte, on a remonté le temps. Est-ce que ça laisse place à une nervosité
un peu inhabituel pour toi là, de renouer avec le dossard après quelques mois off. Est-ce que finalement tu redécouvres un peu avec des craintes que tu avais plus... enfin, des craintes, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, des interrogations que tu n'avais plus l'habitude d'avoir en course? Ou c'est l'enthousiasme qui prime plus que tout le reste? Une ligne de départ, c'est toujours un peu stressant. Même d'y penser, ça donne un petit peu la chair de poule. On a un petit peu le ventre qui se serre parce que c'est toujours la finalité de quelque chose. En tout cas, cette ligne de départ, c'est voilà la finalité d'un entraînement, la finalité d'une saison, la finalité sur un projet, etc. Sur un clic qui s'est fait un peu trop vite. En tout cas, c'est une finalité. Mais forcément, c'était la finalité d'une reprise, donc ça rajoute encore un autre élément. Donc un petit peu stressée, oui, mais tellement impatiente. J'étais très impatiente de reprendre et j'avais hâte de voir ce que mon corps il pouvait faire après une longue alors déjà après une opération déjà et puis après une longue reprise, enfin pas si longue que ça, mais en tout cas une reprise qui n'était pas forcément comme les autres années j'avais pu le vivre, hein, parce que entre 10 jours où on s'arrête un petit peu et puis on va dire 7 mois où on fait énormément d'activités physiques mais on s'entraîne pas à intensité comme les autres années, c'est voilà, j'avais hâte de voir ce qu'il était possible de faire et voilà, vraiment très impatiente sur cette ligne de départ. Et puis le stress, il a été un petit peu dissipé parce on était tous ensemble avec la team Simal, on a pris la petite photo, on a raconté des blagues, on s'est promis la petite bière à l'arrivée et tout. Donc hop, ça a été caché par tout ça. Ouais. Ton début de course, il a été très vite positif, en tout cas rassurant sur les dispositions physiques dans lesquelles tu étais. Tous les signaux étaient ouverts. Oui, tous les signaux étaient ouverts. J'ai pris le départ avec Caroline Lafaille, qui est également une amie avec qui j'ai fait la Pyramenta cet été. Donc voilà, on a pris le départ ensemble. Elle était sur le format 40 et pendant 2 kilomètres, on a couru. Et je me souviens qu'elle m'a dit des petits mots en disant ça va, voilà, c'est un peu dur. Bon, là, c'est bien, on aime bien venir au Cap Borny, c'est quand même chouette, il fait beau. Et donc le fait de partir avec elle, bah déjà ça m'a vraiment ambiancée là pour le coup. Chacun son tour. Et puis après, très vite, du coup, j'ai eu les jambes et puis je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on y va. Je me suis retrouvée très vite en tête alors que effectivement, il y avait pas mal de filles qui étaient là aussi avec un bon niveau. Mais bon, ça allait, c'était bien. Je me retrouvais dans mes ressentis et même plus d'ailleurs, j'avais l'impression d'être super en forme, alors certainement dû aux hormones de l'allaitement, hein, je pense, mais j'avais vraiment l'impression d'aller plus vite que je l'avais imaginé en tout cas. Tu volais, je crois qu'on avait des photos de toi où tu ouais. volais au-dessus des sentiers. Tu t'es fait flasher à 160 km toi aussi, comme la cabane rapide. Ça, ce serait un super pouvoir. Je préfère l'innocence. Tu as croisé pas mal de personnes qui sont chères sur le parcours aussi. Oui. Il y avait notamment Marion, je crois, qui était là un peu après la mi-parcours. Bah oui, parce que Marion, effectivement, elle m'avait donné pas mal de conseils. Je la connaissais pas vraiment à l'époque, mais comme elle était, je savais le travail qu'elle faisait et effectivement les patientes qu'elle suivait, elle m'avait donné pas mal de petites astuces. En tout cas, elle était là, on va dire, dans la régularité. La veille de mon accouchement, elle m'avait mis un petit message sur Strava qui m'avait fait plaisir parce que voilà, c'est une appréhension quand même que d'aller un rendez-vous qu'on attend mais qu'on sait pas vraiment comment il va se passer. Donc elle m'avait mis un petit mot et puis elle m'avait suivi et le fait qu'elle soit sur le parcours, ça m'a vraiment émue. Elle m'avait dit qu'elle était pas sûre de venir, etc. Hein. Marion, elle fait partie du gang des Lyonnais. C'est une petite équipe. Enfin, moi, je les appelle comme ça. C'est une petite équipe. Alors, ils s'entraînent toujours ensemble. Ils sont il y a une super ambiance et je me dis que si j'habitais pas Grenoble, j'aimerais bien être parmi eux parce que c'est super sympa. Du coup, elle m'avait dit, comme on était du côté de Lyon, c'est pas sûr, je suis en vélo, je suis sur une sortie à vélo, pas sûre de venir. Et là, elle était là sur le parcours à peu près à mi-course. Et j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je l'ai entendue de très loin m'encourager. Allez Laurette, allez Laurette. Et quand je l'ai vue, et je sais pas, il y a tout qui est remonté peut-être à la surface et le fait qu'elle m'ait suivie un petit peu.
sur ma grossesse, et ben voilà, j'ai eu des petites larmes qui me sont montées aux yeux, et d'ailleurs je lui ai pas trop parlé parce que je pouvais pas trop le faire, et voilà, je lui ai simplement dit merci, je me souviens lui avoir fait ça avec mes doigts gantés. Voilà. Alors les auditeurs ne voient pas, mais tu as les 2 pouces comme ça vers l'avant, les 2 pouces pointés, un sourire Voilà, c'est ça. figé. Ok. Exactement. Et un petit début de larmes à l'œil. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'était, en tout cas, c'était émouvant. Voilà, c'était quelque chose qui est ressorti. C'est une des raisons pour laquelle j'ai aimé cette course, parce qu'il y a eu plein d'émotions sur le parcours. Ensuite, Martin est venu me chercher. Je pensais qu'il allait venir un peu plus tôt d'ailleurs, mais sur les 2 derniers kilomètres. Et il y avait ça aussi. Et puis à l'arrivée, il y avait mon team manager. Et voilà, il y avait plein de monde qui était là. Et c'était vraiment une course émotion. C'est pas une grosse course, c'est pas un gros événement. Mais cette course de reprise, c'était vraiment une course émotion. Ouais, c'était... Voilà. Et puis tu as connu un état de flow en fait du début à la fin. C'est aussi, ça devait être une Exactement. surprise et ça devait être grisant de vivre une reprise comme ça, j'imagine. Exactement, c'est ça, c'est vraiment, je sais, on définit l'état de flow un peu comme ça, ouais, c'est ça, c'est que tout s'aligne, tout est bien, on se sent super bien, et là c'était ça. Alors le mélange justement, ouais, d'hormones, le mélange d'amis qui sont là, l'envie de reprendre, le soleil qui passe à travers cet environnement, là, à travers les arbres dans la forêt, tout était là, tout. Et donc du coup, ouais, c'était vraiment une super ambiance, et puis ouais, voilà, des émotions vraiment plus que positives. Ouais, cette course. Pour donner quelques infos chiffrées à nos auditeurs, donc tu as bouclé ces 22 km après 1h53 de course. Et donc c'est une course que tu as remportée. Félicitations Laure. Est-ce que tu lui donnes un sens particulier? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, si on prend un peu de hauteur par rapport à toute la période et toute ton histoire personnelle à ce moment-là? Quelle saveur ça lui donne à ce trail Cabroni? Paradoxalement, en fait, et c'est elle qui m'a envoyé, qui m'a catapultée dans cette peut-être boulimie de Sarre aussi, parce que comme ça s'est super bien passé, que j'avais l'impression de plus être moi, d'avoir des capacités hors normes, je me suis dit, oulala, mais c'est bon, c'est possible, on va prendre plein de dossards. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris plein de dossards, et puis ben voilà, effectivement, d'un côté, elle m'a orientée un peu vers le surplus de dossards, mais d'un autre côté, elle m'a refait vivre à nouveau des émotions plutôt positives, et puis elle m'a redonné l'envie de reprendre, et elle a renoué aussi un petit peu avec la performance que j'avais pas faite depuis un petit moment, en me disant il est possible quand même de s'entraîner et d'avoir une vie de maman à côté, et même d'avoir une vie, parce que c'est pas toujours simple avec Martin, comme on pratique tous les deux de façon très intensive, de s'organiser, etc. Donc là, c'était le moment où on s'était dit, voilà, il y a eu un petit équilibre, on va essayer de le conserver, cet équilibre, pour continuer par la suite. Et donc voilà, c'était le fruit de cet équilibre un petit peu, et du fait de dire, il est possible de ne pas, quand on est enceinte, c'est pas forcément un obstacle en fait, hein, c'est quelque chose qui peut donner une force également, et ce jour-là, c'était vraiment une force en fait. S'il n'en restait qu'une, l'image que tu retiendrais de ce trail des Caborni? Ce serait cette image où j'ai l'impression d'aller vite, de voler, et en même temps, effectivement, il y avait cet environnement, ce petit rayon de soleil. Le soleil, c'est important pour moi, j'adore les sunsets. Alors un peu moins les levées de soleil, parce qu'il faut se lever très tôt des fois, et pas très matinal. Mais les sunsets, j'adore ça. Et là, ce soleil là qui passait dans les arbres, voilà, et ces petits rayons, c'était juste un petit moment magique. Enfin, ça a duré un peu longtemps, parce qu'effectivement, il faisait un temps magnifique ce jour-là. Et donc ça, ce serait l'image, cette impression de voler, d'aller vite, comme j'avais pu le rêver quand j'étais enceinte et quand ça me manquait en fait. Ouais, ça c'était beau. Ouais. Tu as vécu la course rêvée. Mm-hmm. Laure, on va parler un peu d'avenir à très court terme. C'est du côté de Lyon que ça va se jouer dans un peu plus de 24 heures, dans 2 jours, même pour être précis. J'espère qu'on va s'y croiser en tout cas. Oui. Sur un des formats courts de la Saint-Élion, tu vas nous en parler. Et je crois que l'année prochaine, tu as aussi déjà des rendez-vous dans ton agenda, notamment du côté de l'Italie. Est-ce que tu peux nous donner à entendre un petit peu tes projets sportifs là, pour les jours, semaines et mois à venir? Et oui, donc du coup, la Saint-Élion, là on est déjà en moment d'affûtage là, puisque c'est dans 2 jours. T'es bien affûté? On verra. On essaye toujours de faire au mieux, mais on sait jamais vraiment comment ce sera le jour J. C'est ça aussi le petit piquant des courses. Voilà. Mais on n'aime pas trop ces moments d'affûtage, parce que c'est des moments où
ou moi en tout cas, moi j'aime pas ne rien faire, attendre, ne pas aller courir. Hier il a fait super beau, il a fallu se restreindre pour pas aller sortir les skis, aller en montagne. Bon, finalement il y a moins en moins de neige heureusement, mais bon voilà, ça c'est Ça te frustre ou ça peut créer du doute aussi parfois ça me frustre plus que ça crée du doute en fait. Okay. Le doute, je me dis bon bah c'est bon, j'ai fait ce qu'il l'entraînement fallait. est fait, bon sauf blessure ou on va dire ça peut blessure ou chute, ça peut aussi la chute sur la Saint-Élion. Mais voilà, c'est fait d'une manière générale. Mais ouais, la frustration d'avant les courses parce que il faut quand même avoir un petit peu de jus quoi pour arriver le jour J. Enfin, si l'idée c'est de performer, il faut avoir un peu de jus. Et là, mercredi, hier, il faisait très beau. Et donc, quand on regarde sur Strava, surtout ne pas faire ça, les sorties montagne, etc. Et ben on se dit, je vais y aller aussi. Donc effectivement, ouais, ça c'est plus frustrant. Ouais. Mais bon, donc du coup, pour revenir à ta question initiale, c'était donc le format Saint-Esprit cette année, parce que du coup, j'ai fait quasiment à nouveau dans ta collection. Ouais, voilà, tous les formats. Alors sauf l'aller-retour, mais je crois pas que je le ferai un jour. Mais sinon, la Saint-Esprit, c'est le seul que j'ai pas fait. Et puis on le fait ensemble avec Martin. Et puis il y a ma petite collègue aussi qui est là. Enfin voilà, il y a un gros gros plateau parce que Sarah Alonso est attendue. Qu'est-ce qu'elle fait là sur le Athlète plateau. ASICS, ça doit expliquer sa présence. Ouais. Et pour la Lyon-Saint-Élion, tu sais, alors il faut jamais dire jamais, et encore plus dans la course à pied, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Mais bon, même quand si, même. c'est pas une finalité de prolonger éternellement les distances. Oui, mais... oui, c'est vrai. Mais plus la distance est courte, moins il y a de risques quand même d'abandon, plus les dés sont joués, on va dire, avant le départ, on va dire. Et plus on peut avoir de dossard dans l'année. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Ta théorie tout à l'heure. Et le Lavaredo est au programme aussi de l'année 2024 pour toi ? Oui, l'an prochain. Ouais, c'est une course que je voulais faire parce qu'effectivement, elle est considérée comme plutôt magnifique en termes d'environnement. Même très grandiose parce qu'il y a à la fois des lacs, il y a à la fois des montagnes plus autant biscornues les unes que les autres. Et du coup, elle est aussi pas forcément technique de ce qu'on m'a dit. Alors j'espère qu'on m'a bien renseigné là-dessus. Moi, j'adore ce qui est plus roulant, etc. Et alors s'il y a du roulant dans un milieu très montagnard, alors là, c'est juste parfait. Que demander de plus ? C'est exactement ce qui est attendu au programme parce que déjà l'an dernier, je voulais la faire, j'ai loupé les inscriptions. Donc là, voilà, j'ai attendu de buzzer et c'est bon. Donc, c'est loqué. C'est bloqué, voilà. Bien de récupérer glace à l'italienne à l'arrivée. C'est ah ouais, en plus. Ah ouais. Chianti et glace à l'italienne, alors là... On a envie d'y être. Laure, j'ai une dernière question pour toi dans cet épisode qui est le motto de la fin, une devise qui a particulièrement de signification pour toi. Est-ce que tu aurais une devise à partager avec nos auditeurs ? Effectivement, quand j'étais plus jeune, ma devise, c'était souvent « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Et voilà, après, j'ai eu un gros accident il y a 7 ans qui a failli me coûter la vie. Et donc maintenant, ma devise, je l'ai un petit peu changée. C'est « ce qui ne tue pas nous permet de vivre de beaux bonus ». En tout cas, on les prend, ces bonus, effectivement. Ouais, on les prend de façon très chère, avec beaucoup d'enthousiasme, plus peut-être. Ouais. Ton enthousiasme qu'on a bien senti. Merci aussi pour ce moment bonus, ça en a été un, Laure. Merci d'avoir partagé ton histoire. Je pense que c'est un très beau parcours de vie qui, je pense, va être très éclairant pour beaucoup de monde. Vous aurez réussi à trouver un très bel équilibre entre la gestion de ta maternité de façon très sereine, apaisée, sans renoncer pour autant à ton accomplissement sportif, tout en veillant à bien faire les choses dans tous les registres. Donc c'est très chouette de voir à quel point tu as pu être accompli et puis vivre ces si beaux moments et puis ces différentes transitions entre la course, la maternité et puis la reprise des dossards. Voilà, c'est une belle harmonie. Donc bravo d'avoir mis en musique aussi bien tout ça. Merci. Je te souhaite d'accomplir pleinement sur les sentiers. Ça va continuer. On a vu qu'il y avait des très jolis rendez-vous encore à venir et puis évidemment de vivre pleinement votre belle vie de famille avec Martin et Faustine. Et puis merci pour cet échange si lumineux et enthousiasmant. Merci pour ton temps précieux. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.